Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo ce matin, nous sommes le mercredi 20 août 2025, 6h39 du matin. Et voilà, j'avais cette vidéo qui me trotte depuis quelques jours. Donc tout d'abord, cette vidéo, je pense, va conclure un certain nombre de vidéos qui ont été difficiles pour moi à produire concernant mon héritage familial, mon enfance et les traumatismes intergénérationnels familiaux. Aujourd'hui, je vais partager une sorte de conclusion, un élément que j'ai découvert concernant mon enfance et la vie en général. Et j'espère que les corbeaux sont avec moi et qui vont me donner l'autorisation de faire cette vidéo. Alors, je voudrais donc finir cette série pour pouvoir présenter d'autres choses me concernant, des choses plus joyeuses, notamment liées à la création, à l'art et à la connexion entre la spiritualité et l'art et la création. Et il y a quelque temps, j'ai découvert un concept qui est celui de la vitalité et qui est en fait pour moi un concept qui relie le monde matériel et le monde spirituel. Et j'ai fait plusieurs fois des tentatives pour expliquer ce que c'était, qui est ce rapport à l'authenticité, qui est un travail pas du tout évident, qui s'inspire notamment des travaux de Carl Jung et aussi de mes découvertes spirituelles fascinantes dans les textes anciens. Et j'ai fait un post il y a quelques jours dans lequel j'évoque la vitalité. Et en gros, je vais faire vite, je ferai plusieurs vidéos dédiées à la vitalité qui est pour moi l'élément primordial si on veut avoir une quelconque intention dans cette vie. Pour moi, c'est intimement lié au sens de la vie. Donc la vitalité, comme j'ai essayé plusieurs fois de l'expliquer, c'est cette capacité à être soi-même, à tendre à être soi-même en toutes circonstances, d'embrasser notre part authentique. Donc en gros, la vitalité vient de l'authenticité. Et l'authenticité vient du courage. Donc du fait de ne pas avoir peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut avoir la foi. La foi, pas une foi religieuse, la foi plus dans le sens de savoir ce qui est sans avoir de preuves. Une sorte de foi au-dessus de la raison. Et lorsqu'on a la foi, alors on peut accéder à ce lien qui est en nous, au sein de nous-mêmes, et on réalise qu'on a depuis toujours un lien avec le divin qui est en nous, probablement au sein de notre âme. Et ensuite, et c'est fascinant, et lorsqu'on accède à cette part de là, donc à ce moment-là, je ne pourrais pas l'expliquer scientifiquement, c'est comme si on devenait créateur, ou on s'associait au créateur. Et à ce moment-là, notre vie est le reflet de notre âme. Et bon, j'en parlerai un peu plus pour expliquer, puisque, encore une fois, si mes vidéos sont longues, c'est parce que j'ai
Je pense qu'en général dans cette vie, plus on lit de livres, moins on comprend, et que la vraie compréhension se passe au niveau de l'âme et du cœur, et qu'à un moment donné il y a un déclic, et on comprend, et d'un seul coup toute notre vie devient, comment dirais-je, devient une évidence. Et après j'invite tout le monde à lire énormément pour pouvoir construire des outils, pour pouvoir exprimer un désir de recherche, d'enquête, et de pouvoir honorer la quête intérieure. Mais dans le fond, on n'a pas besoin de lire de livres pour comprendre tout ce que j'essaie d'articuler dans ces vidéos. Donc pourquoi je voulais parler de la vitalité et des problèmes familiaux, c'est que, comme je le dis assez souvent, j'adore le timing, il y a le homeless au loin qui me dit « Shut up !» et ça me fait marrer parce que j'ai... Et donc je pense que je pense que lorsqu'on s'éveille, lorsqu'on est curieux, lorsqu'on a une intention pour soi, pour sa vie, à ce moment-là, c'est comme si on voyait en temps réel les alignements, un peu comme dans Matrix, quand d'un seul coup il sort de la Matrix, il peut voir la Matrix en temps réel, ou comme ces personnes dans le vaisseau et regardent les écrans et voient les chiffres, et derrière les chiffres ils voient une réalité. Et alors pourquoi je voulais parler de la vitalité aujourd'hui, parce que j'ai découvert quelque chose qui, concernant mon enfance, qui était le dernier élément dont j'avais besoin pour clore la compréhension de ma vie. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai grandi j'ai eu une enfance extrêmement, pour moi, difficile, avec des violences psychologiques, parfois physiques, terrifiantes. Et comme j'ai pu le dire dans mes premières vidéos, en fait, c'est comme si j'avais grandi dans une famille d'alcooliques. Et si j'aurais bien voulu ne pas en parler, ni même faire cette chaîne, mais je me rends compte que si je veux pouvoir que le cycle s'arrête, il va bien falloir que... Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle pour pouvoir au moins indiquer aux autres, à ceux que j'aime, à ma descendance, que au minimum c'est ok de parler de ces ressentis. Et donc j'ai grandi vraiment comme un ovni, avec une enfance extrêmement difficile, et en plus avec l'expérience extrêmement difficile de la banlieue parisienne, où la barbarie des racailles musulmanes m'a été complètement débile. Et il y a je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'en plus de ce que j'avais traversé, j'ai fait un certain nombre de recherches en psychologie, notamment ce qu'on appelle aux États-Unis le Cluster B Personality Disorder, qui inclut les différentes versions de la perversion narcissique, notamment le borderline, le narcissisme sous toutes ses formes. Celui qui est le plus récurrent dans ma famille, c'est celui qu'on appelle le covert, ou le narcissisme vulnérable. Et ensuite l'histrionisme, voilà. Et donc ces dernières années, pour comprendre ce qui m'était arrivé, je jongle entre intellect, analyse psychologique, poésie de l'enfance, et il y a quelques jours, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais enterré,
c'est quand j'étais petit, j'étais puni vraiment souvent. C'est comme si j'avais l'impression de faire que des bêtises. Donc j'ai grandi en me disant que je faisais que des bêtises. Et tout ce que je faisais, en grande partie, pouvait générer une punition. Et j'ai grandi vraiment, et maintenant je m'en rends compte, comme s'il y avait quelque chose de bizarre. Mes parents étaient hyper impatients, ils entraient en rage régulièrement. C'était monstrueux et horrible à voir. Et moi, en tant que petit garçon de 5 ans qui aime ses parents, je comprenais rien. Et j'avais l'impression que tout était de ma faute, que je faisais énormément de bêtises. Et que voilà. Et à un moment donné, petit à petit, sans m'en rendre compte, j'ai internalisé l'idée que peut-être c'était moi la bêtise. Et petit à petit, j'ai grandi de manière à croire que, en fait, je n'étais pas désiré. Et ça m'a suivi toute ma vie. Donc j'ai grandi en me disant je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas, comment dire en anglais, I'm not enough. Et j'ai grandi avec ces bagages émotionnels, ce manque d'amour, mais pire que ça, c'est l'ultra-violence de mes parents. Encore une fois, je n'ai pas de jugement parce que je pense que le mal qu'on reçoit dans cette vie, il n'est pas forcément intentionnel ou conscient. Et en fait, les gens qui nous font du mal en général sont dans des mécanismes de survie inconscients. Et je suis persuadé que mes parents n'ont pas fait toutes ces horreurs de manière programmée ou consciente. Mais cet épisode va clore une série de descriptions liées à mon enfance. Et je voulais conclure mes recherches avec ce que j'ai découvert, qui est que j'ai grandi en me disant que je faisais que des bêtises, donc c'était moi la bêtise. Et donc j'ai grandi avec une faible confiance en moi. Et j'ai dû me construire comme avec des Legos. Je me suis longtemps senti fragmenté. Et à un moment donné, voilà, j'ai dû m'adapter et développer des mécanismes de survie. Et notamment, je suis devenu un perfectionniste. Et je vois une situation en temps réel devant moi, un clochard hurlant, énervé, et une voiture de police qui s'arrête. Donc pendant que je vous parle, j'ai un film devant moi. J'espère que ça ne va pas se terminer avec une bavure. Et donc j'ai grandi avec énormément d'insécurité en me disant mais et ça a conditionné ma vie. Et après j'ai voulu comprendre mais pourquoi c'était comme ça. Et puis je suis persuadé, j'en suis sûr qu'il y a le mec, il est en mode furie, il hurle, le pauvre. Et après, parce que j'ai un côté un petit peu, quand je souffre ou quand je me rends compte que j'ai été inconscient, j'ai un instinct de survie qui fait qu'à un moment donné, quand il se déclenche, j'ai besoin de tout comprendre. Et donc là, je peux lire la bibliothèque et voilà. Et
Et donc je me suis interrogé, mais pourquoi, hein, pourquoi j'avais eu cette enfance, hein, pourquoi c'était... Et, euh, et pour ça, il faut comprendre un petit peu la psychologie, hein. Et il y a cette pathologie qui est pour moi terrifiante, qui s'appelle la pathologie borderline ou borderline personality disorder, ou en d'autres termes BPD, et qui est terrifiante, qui est en fait une pathologie dans laquelle l'individu a vécu un grave traumatisme autour de 5-8 ans, 8-9 ans, l'âge du petit enfant, et il a dû survivre quelque chose d'horrible émotionnellement. Et après, cette personne grandit avec en gros, je vais faire vite parce que je pourrais en parler pendant des heures, avec des caractéristiques d'angoisse, de la peur de l'abandon, une peur terrifiante, et des mécanismes de défense avec une sorte de perception du réel qui est plus proche de la désillusion que du réel. Et ils ont une sorte d'angoisse du vide, et un vide intérieur ils expriment leur mécontentement avec des rages explosives, des rages terrifiantes. Et c'est ce qui... Et voilà, j'ai du mal à le dire, mais je pense à 99% que ma mère souffre d'une forme de borderline, avec une dimension narcissique et antisociale. Tout ça, c'est l'issue de mes recherches pendant 10 ans. À chaque fois que c'est émouvant, je tousse. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque la mère est borderline, il y a un des symptômes est ce qu'on appelle le splitting, où en fait, dans une relation avec quelqu'un de borderline ou un parent borderline, tu peux être à un moment donné un ange, tu peux être perçu comme un ange, et à un moment donné, en quelques minutes, il y a un basculement chez l'autre, et là, tu passes pour un démon, et tu es la cause de tous les problèmes. Et donc, c'est marrant, quand ça touche à quelque chose de mon enfance, je tousse parce que je garde tout ça dans l'enregistrement, parce que je n'ai rien à cacher. Et en fait, j'étais conditionné à fermer ma gueule. Et comme je le dis parfois, cette chaîne, c'est un peu ma crise d'adolescence. Ce qui m'a été enlevé, c'était mes mécanismes d'émancipation que l'on développe lorsqu'on a 16-17 ans pour s'émanciper de sa famille, de ses parents, faire une crise d'adolescence pendant 2 ans pour assainir la relation. Et l'ultra-violence de mes parents m'a empêché de déployer mes ailes. Et aujourd'hui, les efforts que je fais, c'est pour espérer faire tomber certains tabous familiaux. Et donc, pourquoi je parle de la dimension pathologique, c'est que lorsqu'on comprend comment fonctionne quelqu'un qui est borderline, on comprend après ce qu'on a pu percevoir comme des abus psychologiques. Et donc pourquoi lorsqu'une mère souffre de ces pathologies, pourquoi elle défonce ses enfants? C'est parce que elle est incapable de recevoir leur existence. Et j'ai grandi, pourquoi j'étais constamment engueulé, puni, parce que quoi que je faisais, c'était une bêtise. C'est parce que chez l'enfant, il y a une vitalité. Quand l'enfant grandit, il est curieux, il tâtonne, il est amour, mais aussi il est expérimental. La vidéo a coupé.
Ce matin, j'ai un certain nombre de preuves qui me disent qu'il faut que je finisse cette vidéo. Elle a trop d'importance. Bon, je reprends. L'enfant a spirituellement et biologiquement et a déjà cette vitalité dont je parlais au début. La vitalité. Donc l'enfant, il grandit avec une vitalité. Et il a cette vitalité, donc il est amour, joie, il a des capacités incroyables, il fait partie du monde. Et tous les jours, il dégage sa vitalité en jouant, en expérimentant le monde, en aimant ses parents. Cette vitalité, chez quelqu'un qui est borderline, est vécue comme un danger. Parce que la personne qui est borderline ne peut pas... Toute velléité d'émancipation chez l'autre est perçue par le borderline comme un danger, comme un risque d'abandon pour cette personne. Et donc, lorsqu'une personne endommagée, comme une mère qui souffre de borderline et d'un certain nombre de pathologies, puisque le borderline ne vient jamais tout seul, alors elle ne voit pas l'enfant comme un être vivant, elle le voit comme une extension de sa personne. Et donc, toute velléité, tout signe de vitalité de l'enfant est perçu comme un risque d'émancipation et d'individuation, et qui peut être souvent, on va dire toujours, perçu par la personne borderline comme un danger, un risque d'abandon. C'est comme si l'enfant, à force de faire ses découvertes, d'un seul coup pouvait réfléchir par lui-même. Et donc la mère va le castrer, hein, en le punissant à chaque fois. C'est-à-dire l'enfant qui tâtonne avec le monde, qui casse un verre, au lieu que ce soit une opportunité d'amour, de connexion, l'enfant va être puni parce qu'il a cassé le verre. Et tu as ça de manière caricaturale, sur tout et n'importe quoi. Si l'enfant est plein d'émotions et se met à chanter ou à crier, il s'en ramasse une. Et donc j'ai grandi comme ça, en étant régulièrement puni, hurlé dessus. C'était horrible, horrible. Et malheureusement, quand j'étais petit, je ne pouvais pas me défendre. Et donc, le travail qu'a fait ma mère pour me castrer, pour me limiter, pour briser mes ailes, a fonctionné, parce que j'ai grandi, je touche du bois, j'espère, j'ai pas grandi comme un pervers narcissique, mais j'ai grandi avec d'autres problèmes qui sont le syndrome du sauveur, ou en anglais le people pleasing, hein, où j'ai cru qu'en marchant sur des œufs, en acceptant de marcher sur des œufs, en étant soumis, en étant collaboratif, en étant dans la perfection, j'allais pouvoir avoir un certain contrôle et avoir des choses gratos, alors que finalement ce sont d'autres formes de manipulation. Et donc voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que quand je raconte cette histoire liée à mon enfance, je ne peux pas m'empêcher de voir des mécanismes similaires dans la société, avec les individus, les citoyens, où tout signe de vitalité peut être puni dans cette vie, dans cette société. Et donc on programme les gens à être soumis, et c'est tellement inconscient que les personnes pensent être en choix et en décision dans leur vie, alors qu'ils ont déjà été programmés depuis l'enfance à être des moutons. Et je suis désolé si je m'attarde sur cet épisode, sur cette partie de ma vie, hein. Mais ça a été horrible et monstrueux, et je sais que ma mère en était totalement inconsciente. Je ne pense pas qu'elle avait l'intention de faire tout ça. Et lorsqu'on étudie les pathologies borderline, on se rend compte que la combinaison entre la pathologie borderline et l'instinct féminin, qui n'est pas capable, entre guillemets, en général, de prendre ses responsabilités,
le cocktail devient, c'est Tchernobyl. Et donc finalement, moi qui étais une boule d'énergie, de joie, qui adorait faire plein d'expérimentations, et ben je me suis retrouvé dans un environnement limitant et dans lequel j'ai développé un certain nombre de pensées limitantes, et notamment la peur d'être puni. Et donc je me suis retrouvé dans ma vie avancée, inconsciemment en ayant peur d'être grondé ou puni, et donc j'ai grandi en ayant peur du conflit, et parce que pour moi il était associé à la punition. Et donc la vitalité de l'enfant chez les personnes dysfonctionnelles ou émotionnellement immatures est vue comme une menace, parce que la vitalité chez les personnes immatures émotionnellement, ou les personnes qui souffrent de pathologies X ou Y, est un reflet, agit comme un miroir inconfortable du vide intérieur. Il faut savoir que surtout dans les pathologies borderline et narcissiques, les personnes sont conscientes qu'elles ont un vide intérieur abyssal, et lorsque l'autre est en vie et en amour et en vitalité, ça crée un désordre, ça crée une souffrance. Et je n'ai aucun jugement de valeur. Mon amour persiste. J'arrive pas de toute façon à le conditionner. Mais pourquoi je parle de tout ça, c'est par rapport à cette notion de vitalité. Et lorsqu'on arrive dans cette vie, lorsqu'on est tout petit, on est déjà tellement proche du spirituel, de l'univers, qu'on a une vitalité hallucinante. Et en grandissant, en se conformant, en s'adaptant, en allant au boulot, en payant ses factures, on perd de cette vitalité. Et c'est pour ça que pour retrouver cette vitalité, celle dont je parle, celle que j'ai évoquée au début de cette vidéo, liée à l'authenticité, il y a plein de moyens d'y arriver, et ça passe déjà par un élan du cœur. Et ce n'est pas la lecture de livres qui permet d'atteindre la vérité, c'est le passage à l'acte, par exemple. En faisant cette vidéo, en exprimant des choses qui ont été étouffées par la dynamique familiale dans laquelle je viens, je craque un petit peu la coquille que j'ai créée autour de moi. Et je découvre le monde, la beauté du monde que je percevais lorsque j'avais 2-3 ans. Et c'est fascinant. Et c'est comme si cette vie nous conditionnait à avoir peur de tomber, alors qu'on a les capacités de voler depuis avant notre naissance. Et donc cet épisode marque la fin d'une série liée au traumatisme de mon enfance et au traumatisme lié aux relations que j'ai eues après, un peu plus tard dans ma vie, où naturellement j'ai reproduit ce que j'avais vécu dans mon enfance, dans ma vie d'adulte, notamment dans mes relations amoureuses ou romantiques. Parce que lorsqu'on est en inconscience et on grandit, c'est toujours en général, les premières relations qu'on a, c'est en général les relations on rencontre, on choisit des personnes qui ressemblent à ce qui a été familier dans notre enfance.
Et on choisit de se mettre en relation soit avec son père, soit avec sa mère. Et avant de s'éveiller, avant de se libérer. Et donc voilà, cette dernière compréhension m'a permis de comprendre intellectuellement tous mes efforts de compréhension intellectuelle. Finalement, aujourd'hui, je réalise m'ont permis de déterrer des choses que j'avais refoulées. C'est comme si lorsque un humain, un petit garçon souffre tellement, le cerveau, pour le protéger, a un certain nombre de mécanismes, et l'un d'eux, c'est l'oubli. Et j'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir en oubliant toutes les souffrances. Et maintenant, lorsque je fais ce travail intellectuel, ça me permet de déterrer tous ces moments et de pouvoir les regarder en face et de pouvoir processer les émotions que j'ai refoulées. Et voilà. Donc j'espère que mon histoire, ce que je partage sur cette chaîne, aidera un certain nombre d'entre vous, peut-être. Et en tout cas, ma conclusion, c'est de dire que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'entamer cette quête intérieure. Et d'avoir une chance et de créer les conditions pour avoir une chance d'accéder à cette vitalité particulière dont je parle, qui est pour moi la condition nécessaire pour réussir sa vie. Voilà. Merci à vous les amis. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à toutes. Salut.